Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Donc d'abord, vous dire que ce fut un très grand honneur d'avoir eu à présider le jury et j'ai eu d'agréables surprises de voir à quel point le professionnalisme était mis en avant, certes, puisque ce sont des professionnels, mais pas seulement, aussi un grand sens de l'ouverture, de la compréhension et d'une vision d'avenir. Voilà, donc Ungersheim, c'est d'abord, donc on parlera naturellement de bâti, mais très peu en réalité sur l'ensemble de la démarche. C'est une commune de 2400 habitants qui est située dans l'ancien bassin potassique. Donc, dans la région mulhousienne, il y avait une extraction de potasse pendant un siècle et nous faisions partie de ce bassin potassique. Mais disons qu'avant, les premières traces écrites de Ungersheim remontent à l'an 735 et le nom Ungersheim provient du nom d'un chef germain qui a mis ici sa villa, donc son hameau. Et à l'origine, les villages donc, se sont tous installés pratiquement là où il y avait de l'eau et là aussi où il y avait des terres arables. Donc, au fil du temps, on a vu que ces villages se sont étendus et ont grignoté les terres les plus riches pour urbaniser. Et puis, d'où la question aujourd'hui, non plus un peu moins de l'aménagement, beaucoup plus du réaménagement. C'est ce qu'on a vu dans les prix qui ont été délivrés, dans la reconstruction, dans la renaturation ou dans le ménagement du territoire. Voilà, c'était juste une parenthèse par rapport à cette longue évolution qui nous amène aujourd'hui sur l'ère urbaine de l'unité urbaine de Mulhouse à une urbanisation, à une artificialisation des terres qui est de loin la première du Grand Est. Nous sommes à 23, quelques pourcents de terres artificialisées de terres naturelles, bois, forêt, terres, espaces naturels, terres agricoles, et sans doute la deuxième région de France, enfin la deuxième unité urbaine de France, après l'Île-de-France. Voilà, donc il y a une forte densification. Voilà, donc ce village, il a connu l'évolution des usines textiles dans les vallées vosgiennes qui sont à 15 minutes ou une demi-heure à pied, pour à l'époque on y allait à pied, ou alors du développement des manufactures mulhousiennes, de la métallurgie mulhousienne. C'était la ville qu'on appelait la ville aux 100 cheminées. Et donc, tout le monde se dirigeait vers Mulhouse pour finir au bassin potassique. Donc, à ce sujet, les forces vives du bassin potassique se sont évertuées 20 années environ avant la fin du gisement connu à anticiper sur cette fin du gisement pour reconvertir le bassin potassique. Et ça s'est fait, donc cette fin du gisement, cet arrêt de l'industrie extractive s'est fait quasiment sans heurts et sans chômage, sans région sinistrée ou secteur sinistré, parce que le phénomène a été anticipé. Donc c'est une leçon pour nous par rapport à la transition écologique. Si on l'anticipe suffisamment, disons que malheureusement maintenant on n'y est plus dans l'anticipation, on est déjà dans des périodes d'adaptation puisque le réchauffement climatique est là, le dérèglement et tous ces avatars qui en découlent. Voilà. Donc, c'est une commune qui est environ 1400 hectares. Il y a près de 200 hectares de forêts qui sont gérées durablement, des forêts qui sont aussi privées, dont dans le secteur privé de la commune, et 850 hectares de terres agricoles. Voilà, alors vous voyez un peu, il y a beaucoup d'espace naturel sur cette commune. Mais on accueille un écomusée, voilà, l'écomusée d'Alsace, qui est le plus grand musée de plein air de France, et un parc de loisirs, le parc du Petit Prince. Vous avez peut-être entendu parler à un moment donné du bioscope, qui était un grand projet sur Ungersheim pour réaliser un peu le pendant du futuroscope dans la région alsacienne ou dans la région Grand Est, peu importe.
Enfin, ce bioscope, il n'a jamais fonctionné. Il a laissé la place à un parc de loisirs. Malheureusement, hein, c'était un parc à thème qui traitait de l'homme, de la santé de l'homme dans son environnement, mais ça a toujours resté une coquille vide. Voilà, donc mon prédécesseur a également su anticiper la fin des mines de potasse et il a fait installer des entreprises industrielles et artisanales sur cette petite commune où on développe près de 600 emplois. Donc au total, près de 900 emplois avec l'écomusée, avec les artisans, etc. Donc nous ne sommes pas vraiment touchés par un chômage important. Voilà. Alors, à un moment donné, bon, d'abord, nous avons hérité d'un groupe scolaire et d'une piscine qui était intégralement chauffée à l'électricité, donc déjà qui datait de 1978, un bâtiment extrêmement bien isolé, déjà à l'époque du double vitrage, bien sûr, des volumes pas très, très importants pour, justement par rapport au chauffage, mais une piscine classique, quoi, qui était agrémenté d'une pompe à chaleur, heureusement. Donc, cet ensemble, donc chauffé à l'électricité, est devenu de plus en plus coûteux pour le budget communal et nous avons entrepris d'abord de nous diriger vers des chaudières à gaz et puis ensuite vers du chauffage solaire. Voilà, c'était la première étape de cette transition énergétique à l'origine qui est devenue par la suite la transition écologique. Alors, bien sûr, au début, 120 mètres carrés de chauffage solaire thermique sur le toit de la piscine, ça n'a pas fonctionné directement. On est là en 2000. Et après plusieurs essais, au bout de 2 années, on commençait seulement à avoir des résultats probants. C'était le début de l'aventure pour s'engager plus loin dans cette démarche de la transition énergétique. Ensuite, donc, on s'est dirigé en 2006 vers une chaufferie bois et un réseau de chaleur, en 2009 vers la restauration scolaire bio. Donc, depuis 2009, nos enfants mangent 100% bio tous les jours de la semaine, goûter inclus. Voilà, et donc tout ceci a commencé à avoir des résultats. Je vais y revenir en balayant donc ces 21 actions. Alors, en même temps, nous avons pris connaissance du premier sommet de la Terre, hein, de Rio de Janeiro, par rapport à une tribune dans le monde en 2017 de 15 000 scientifiques. Donc, à ce premier sommet de la Terre, en 1992, déjà 1700 scientifiques tiraient la sonnette d'alarme en disant à l'humanité, attention, votre démographie est trop importante, l'utilisation des ressources fossiles n'est pas inépuisable et on court vers des crises. Les zones d'ombre dans les océans sont très importantes. Voilà, ce sont des zones où il n'y a plus de vie, les zones mortes, pardon, pas les zones d'ombre, les zones mortes dans les océans, donc le réchauffement, etc. Alors, en 2017, il y a 15 000 scientifiques qui reprennent ces critères et indiquent qu'ils sont tous dépassés et qu'au contraire, il y en a d'autres qui se sont rajoutés, comme la perte de la biodiversité, etc. Alors, c'était l'appel de 15 000 scientifiques et tout ça, ça nous a interpellés. Nous avons pris connaissance aussi en 2006-2007 du manuel de Rob Hopkins, donc le manuel de la transition. Voilà, c'est un professeur de sciences sociales qui a beaucoup travaillé sur le pic pétrolier, réchauffement climatique, mais aussi sur la création de modes de vie plus reliés et qui donc a créé plus de liens sociaux et qui sont plus enrichissants. Voilà, alors c'est donc en 2011, quand on prend connaissance du film de Rob Hopkins, Ville et village en transition, qu'on prend la décision, parce que nous avions déjà un certain nombre d'actions à notre actif, de s'engager dans cette démarche de la transition écologique. Alors là aussi, naturellement, ce sont des problèmes planétaires qui sont à nos portes, là, qui existent déjà. Et vous allez me dire, ce petit village, il est quand même prétentieux de vouloir infléchir cette courbe négative. Donc, on s'inscrit tout simplement dans la fable du colibri. Hein, je pense que vous connaissez le petit oiseau qui essaye d'éteindre le feu de la forêt amazonienne et qui
se fait moquer par tous les animaux qui ont fui l'incendie et qui le traitent de fou et de farfelu, comme quoi il n'y arrivera jamais. Et le colibri leur répond, eh bien, je le sais, mais moi, je fais ma part. Voilà, donc Ungersheim le sait effectivement qu'il n'y arrivera pas tout seul, mais on fait notre part. Donc, c'est pour cette raison qu'on a élaboré un programme de 21 actions pour le 21e siècle qui s'appuie sur 3 piliers. Donc, voilà, ce sont des engagements. C'est la présentation que je viens de vous faire. Ah, une erreur, c'est moi. Voilà, qui s'appuie donc sur 3 piliers, 21 actions, 3 piliers. L'autonomie intellectuelle, ah, voilà, ça suscite toujours beaucoup de questions. C'est quoi ça, l'autonomie intellectuelle? Ensuite, l'indépendance énergétique, hein, tout ce qui concerne l'énergie, et la souveraineté alimentaire. Donc, à savoir que partout se nichent des dépenses d'énergie importantes où il y a des économies d'énergie à faire, que ce soit bien sûr dans notre consommation d'énergie, mais aussi dans notre consommation alimentaire, et on n'y arrivera pas aussi longtemps qu'on n'a pas pris conscience du problème. Voilà, tout était résumé dans ces 3 piliers. Donc, l'autonomie intellectuelle, voilà, c'est simplement être moins dépendant de la société consumériste. Voilà, notre modèle de société est essentiellement basé sur la consommation. Toutes les questions, comment je veux dire, spirituelles, sans parler de religion, hein, tous les éléments qui relèvent de notre connexion à la nature, de notre lien direct avec la nature, toutes ces questions sont évacuées. Nous sommes des super prédateurs qui dominons la nature, voilà, qui la soumettons. Alors, qui dégradons donc cet écosystème, et nous sommes la première génération qui est en train de détruire tout ce qui va permettre à celle qui nous suit de vivre mieux, ou de vivre au moins aussi bien que nous. Voilà, donc c'est s'affranchir un maximum de cette dépendance de la consommation où tout passe par le prisme de la consommation, que ce soit l'alimentation, bien sûr, il faut s'alimenter, mais le vêtement, la construction, les vacances, le divertissement, voilà, tout passe par de la consommation. Et on l'a vu, la crise du Covid nous l'a démontré, à partir du moment où l'économie cesse de vendre des choses inutiles, cette économie-là s'effondre. Voilà, je ne sais pas si on a tiré enseignement de cette crise, enfin, en tout cas, ce n'est pas le chemin que ça prend. Excusez-moi d'être un peu radical. Hop. J'étais où? C'est un peu trop minutieux pour mes gros doigts. Donc, la pierre angulaire de l'autonomie intellectuelle, c'est la démocratie participative. Donc, on essaye de travailler un maximum sur l'implication des citoyens et leur responsabilisation, c'est-à-dire de les entraîner dans la réflexion, dans le débat, dans la force de proposition, tout à fait librement. Hein, ce sont des conseils participatifs ouverts qui est évalué par un conseil des sages et un jury citoyen qui fonctionne tant bien que mal, ce jury citoyen, qui est chargé d'amender, d'évaluer en quelque sorte toutes les propositions qui sont faites par les conseils participatifs. Ça se termine par des forums citoyens où le public peut participer et donc il va in fine apporter des propositions au conseil municipal qui les valide dans 95% des cas, puisque le cadre au départ il est fixé, ça on reste dans un budget fixe, sans augmenter la fiscalité et en restant dans un endettement acceptable. Voilà, donc il n'y a pas non plus de surenchère et les citoyens qui participent sont tenus de signer une charte citoyenne de bonne conduite pour éviter les dérives politiciennes. Voilà, il y a aussi un comité de pilotage des enfants qui est issu de l'école.
Donc, tout ça, c'est une sorte d'effervescence intéressante, hein, mais qui ne suffit pas et qui a aussi ses limites. Il est difficile aujourd'hui, zut alors, il est difficile aujourd'hui d'impliquer le citoyen. Donc, régulièrement aussi, c'est l'idée, certes, vous faites des propositions, mais il convient également de les concrétiser. Donc, ce sont des chantiers citoyens participatifs. Par exemple, il y a des milliers d'arbres qui ont été plantés sur différents sites d'exploitation maraîchère bio, donc pour reconstituer les haies bocagères, des vergers également qui ont été replantés, un parc champêtre qui a été planté en quelque sorte, puisque c'est un parc qui reproduit par des végétaux le blason de la commune qui est le trèfle. Et ensuite, ça se termine toujours par la fête, et donc c'est un créateur de liens sociaux. Intéressant. Voilà. Il faut que je me dirige par là, hein. Pas par là. Où ça fait écho? Ça marche, je pense, mais... Voilà, donc toujours dans le cadre de cette autonomie intellectuelle, c'est-à-dire ouvrir d'autres pistes, impliquer, responsabiliser, sortir des sentiers battus, du politiquement correct, de la pensée unique. Voilà, donc nous sommes aussi territoire de commerce équitable depuis 2010, hein, pour privilégier les échanges nord-sud, certes, hein, pour permettre à des petits producteurs de vivre de leur travail et d'envoyer leurs enfants à l'école, mais aussi pour permettre à des petits producteurs chez nous, donc c'est des échanges nord-nord qu'on privilégie, des petits producteurs de vivre décemment de leur travail. Zut, c'est très sensible. Donc, c'est juste pour montrer que cette réalisation d'un festival éco-équitable, qui existe un peu partout, mais qu'ici, dans le cadre de cette organisation, nous impliquons des associations classiques, hein, comme le football, le tennis, le handball, les pompiers, la maison des jeunes, pour organiser et monter ce festival et ainsi leur permettre de mettre la main à la pâte et d'être sensibilisés à la question. C'est la création d'un atlas communal de la biodiversité. Alors, en 2011, vous avez là le plan sorti du PAPD du PLU et qui montre donc des corridors écologiques, des réservoirs biologiques qui s'inscrivent dans la trame verte et bleue régionale et qui nous ont permis de découvrir un riche ensemble d'espèces, puisque 4228 taxons, c'est comme ça que les spécialistes l'appellent, des espèces différentes, hein, en champignons, insectes, arbres, arbustes, enfin faune, flore. Donc, ce qui est impressionnant. Grâce au groupe naturaliste de l'écomusée, donc, avec lequel on travaille sur l'ensemble de la commune. Alors, cette richesse, nous voulons la faire partager avec nos habitants pour montrer l'importance de la biodiversité qui est garante de l'équilibre ou de la préservation d'un écosystème qui est le seul qu'on connaisse qui nous permette de vivre ou du moins de garantir la qualité de l'air et de l'eau. Donc, cette sensibilisation, c'est vrai, elle a fait plutôt mauvaise fortune, nous n'avons pas eu de grand succès. Maintenant, quand on commence à avoir des articles un peu partout dans les journaux classiques de la perte de la biodiversité, il y a plus d'intérêt quand même, quoi. Parce qu'on se rend quand même compte que cet écosystème, on en fait partie. Et si cela disparaissent, ce sera peut-être nous un jour, quoi. Ou du moins notre façon de vivre. Voilà, donc on s'est inscrit dans un réseau planétaire, hein, sur les citoyens du monde qui prônent la lutte contre la faim et pour la paix sur la planète. Nous avons surtout été intéressés pour nous inscrire dans ce réseau qui, à vrai dire, n'est pas suffisamment actif, hein, c'est très symbolique. Mais il y a 3 villes japonaises qui sont là-dedans, comme Hiroshima, première bombe atomique, Kyoto, signature de la réduction des gaz à effet de serre en 1997, et donc accords internationaux, et Fukushima, donc la catastrophe nucléaire. Voilà, parce que nous avons toujours la centrale nucléaire de Fessenheim. Il y a maintenant un projet
Ils ne parlent pas de réutilisation de métaux radioactifs, ils disent un center, quelque chose, enfin bref. Et donc, c'est toujours encore très critique, mais cette centrale est à 20 km d'Ungersheim et nous avons toujours œuvré pour un futur renouvelable à la place de la radioactivité. Voilà, donc le RADI, qui est l'outil, c'est la monnaie locale complémentaire, c'est l'outil indispensable à la transition écologique. C'est celui qui crée du lien, qui est l'argent qui est hors du circuit spéculatif des paradis fiscaux et qui ne sert qu'à acheter ses besoins. Éventuellement, si ça fonctionne très bien, ça peut servir également à faire des microcrédits à des personnes nécessiteuses. Voilà, donc tout ceci, ça participe à ce que nous, on appelle l'autonomie intellectuelle. Il y a peut-être un nom moins pompeux, mais j'ai toujours... hop. Voilà. Donc, on passe à l'indépendance énergétique, l'autre grand volet. Alors, comme je le disais, hein, c'est la première réalisation. On est en 2000, en 1997-99, ça a déjà commencé à germer et à être étudié. Donc, en réalité, aujourd'hui, par rapport au système précédent, on économise quelques 10 000 euros par an. Voilà. Je vous donnerai quelques chiffres comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, là, c'est la multiplication des centrales photovoltaïques. Alors, dans la plaine d'Alsace, elle n'est pas suffisamment ventilée pour pouvoir installer les éoliennes, qui sont d'ailleurs sujet à controverse, hein, comme d'ailleurs toutes les énergies renouvelables. Donc, on est aussi situé au pied des points culminants des Vosges. Donc, on bénéficie d'une zone plus ensoleillée que le reste de l'Alsace. C'est une des zones les plus ensoleillées du nord de la Loire. Et donc, le photovoltaïque marche très bien. Donc, on a multiplié le photovoltaïque. Par exemple, sur l'école qui est un peu plus loin, c'est la piscine, hein, toit de la piscine. Sur l'école élémentaire, maintenant, elle est complètement changée, puisqu'elle a été emmaillotée par 25 cm de fibres de bois. Le toit plat a été couvert par 35 cm. Les triples vitrages, ventilation double flux. Et donc, normalement, on ne devrait plus consommer d'énergie, mais malgré tout, sur le toit, il y a 36 kW de photovoltaïque. Donc, c'est une école positive, quoi. Et là, donc, à cet endroit-là, il y a la Maison des Jeunes et de la Culture. C'est un bâtiment culturel hein, qui accueille également le périscolaire, la bibliothèque municipale, etc. Il y a un cinéma. Donc, pareil, hein, tout ce bâtiment, mais qui est plus compliqué par rapport à sa toiture. Vous voyez, l'école, c'est un toit plat. C'est donc plus compliqué. Et puis, on n'a pas pu arriver à ce niveau de bâtiment positif. Donc, c'est un bâtiment basse consommation, donc triple vitrage. Il y a des ventilations double flux, mais pas partout, parce que ça ne pourrait pas se faire, hein, vu les espaces disponibles. Mais donc, tous ces éléments participent au volet, donc le programme Négawatt en quelque sorte, c'est-à-dire c'est la sobriété énergétique, les économies d'énergie qui sont la principale source d'énergie renouvelable, celle qu'on ne consomme pas. Voilà, donc c'est un ensemble. Je vais y arriver sur le suivant. Oh, zut. Toc. Toc. Excusez-moi. Ça fait un peu une petite pause. Donc, l'éclairage public, pareil, nous avons d'abord éteint toutes les illuminations de bâtiments. Ensuite, tous les parkings à partir de minuit, les pistes cyclables, voilà, qui étaient également éclairées, certains endroits. Et puis, nous avons d'abord procédé par la mise en place de gradateurs, quoi. Ce sont des dispositifs qui coupent le courant 100 fois par seconde et qui génèrent une baisse de puissance de 40% et naturellement des économies financières.
mais nous sommes allés plus loin en transformant tout le parc avec des LED et également piloté par ordinateur. Hein. Le tout est piloté par ordinateur pardon. C'est là que nous avons repéré les endroits où habite l'opposition et c'est là que donc par un clic hein, sur l'ordinateur, on peut éteindre la lumière sur ces secteurs-là. Voilà. Moi, je ne vois pas avec mon masque. Hein. Voilà, donc ce sont, pareil, là, c'est une économie de l'ordre de 15 000 € par an. C'est pas vrai. Comment je fais? Sac. C'est bon, là? Vous voulez que je vous la fasse? Voilà, maintenant. Tac. Elle va tout seul? Là, c'est bien. Ah, ok. Donc, nous avons préempté des terrains qui sont une ancienne friche minière pour installer un parc photovoltaïque. Alors, le terrain, ce n'est pas nous qui avons financé cette installation. Hein, c'est un investissement de l'ordre de 17 millions d'euros. Nous avons simplement loué le terrain et élaboré un cahier des charges et mis en concurrence certains développeurs photovoltaïques. Alors, c'est une puissance de 5,3 mégawatts, mais il y a également ce ne sont plus des projets, je ne sais pas comment, 3 implantations qui existent depuis, qui sont de l'ordre de 8 mégawatts. Donc, l'ensemble des installations, en ne prenant en compte que ce qui est sur le territoire de la commune, parce qu'ici, c'est au confluent de 4 communes, donc on prend en compte que les 2,2 mégawatts de la commune. Donc, on est quasiment, enfin, on est, disons, à part l'industrie, on est presque à l'autonomie énergétique électrique, c'est-à-dire en production annuelle d'énergie renouvelable comparée à la consommation annuelle d'électricité sur l'ensemble de la commune, habitants, chauffage, artisans et zones industrielles. Donc, il manque encore quelques mégawatts pour arriver à la totalité et on pense y être d'ici 2023. Voilà, donc en parallèle de ça, il y a une unité de méthanisation qui doit démarrer là, dans les mois qui viennent, la construction, qui va injecter du biogaz à partir des sous-produits agricoles et d'élevage de la commune pour être injecté dans le réseau et permettre également à des véhicules de gonfler les réservoirs au gaz naturel. Donc, voilà, on considère qu'avec tout ça, on peut être à l'autonomie énergétique d'ici 2023, avec les chauffages au bois également, avec les particuliers qui se chauffent au bois, donc au gaz. Malheureusement, il y aura encore quelques, sans doute, peut-être plus d'ici 2023, quelques chaudières au fioul. Voilà, donc autonomie énergétique bientôt. La commune s'est associée au projet de méthanisation? C'est un projet Oui, privé. la commune est associée, oui. La commune est initiatrice. La commune a lancé une étude de faisabilité, a trouvé un investisseur, un système, bon, c'est Metavos, hein, pour ne pas le dire, hein, c'est un système de réinjection sans utilisation de lisier de porc pour pouvoir utiliser le digestat dans les cultures biologiques, parce que s'il y a une installation classée qui introduit, on n'a plus le droit. Et vous voyez, donc c'est sur un agriculteur de la commune qui cède sa parcelle et il y a des parts donc, qui sont détenues dans le capital par des agriculteurs et par la commune. Vous avez encore combien d'exploitations agricoles sur votre commune? 7 exploitations agricoles, dont 2 exploitations maraîchères. Voilà. Là, c'est bon? Ah, j'y arrive. Alors voilà, donc ça contribue également donc à cette autonomie alimentaire, autonomie énergétique. Donc il y a des installations photovoltaïques en autoconsommation aussi et des installations de vente de courant. Par exemple, ici vous avez un tracker, un suiveur, il suit le soleil.
On en a 2 comme ça et qui ont un rendement de 30% supérieur au classique, mais il est plus cher à l'installation. Donc, il faut voir maintenant à l'utilisation ce que ça va donner. Voilà, donc ça c'est une installation en autoconsommation qui est très intéressante. Elle a 40 kW, donc il y en a encore une autour de 80 kW. 40 kW et elle alimente directement la cuisine centrale qui est un équipement tout électrique, les chambres froides, etc., mais aussi l'espace culturel. Et elle couvre près de 40% de la consommation électrique. Parce que il faut savoir aussi que c'est directement injecté, donc l'utilisation du courant électrique ne se fait qu'à partir du moment où il y a du soleil, ou une belle clarté, pour le moins. Donc, 98% de cette production est utilisée. 98% est utilisé, 2% sont réinjectés gratuitement dans le réseau. Donc, l'autoconsommation, à notre avis, c'est l'avenir. En plus, on a une installation d'une petite éolienne, c'est une petite de 20 kW qui contribue. Alors, je me suis trompé. Voilà. Donc, ça, c'est la partie, comme il y a un changement de diaporama, ça, c'est la partie sur l'atelier de transformation, conserverie, légumerie, conserverie, pressoir à fruits, microbrasserie et donc chambre froide du maraîchage. Voilà. Donc, c'est 80 kW ici. Est-ce que la commune a encouragé les habitants à installer des panneaux photovoltaïques? Oui, il y a une petite prime, une petite incitative de 400 €, en complément. Et quelle a été la réponse au niveau des habitants? Elle n'est pas très conséquente, elle n'est pas là. Elle n'est pas positive. Elle est nettement insuffisante. Il faudrait monter encore plus. Vous en connaissez les raisons? Ouais. Alors, donc, il y a par exemple des nouveaux lotissements qui se sont installés récemment, des nouvelles maisons, et les textes prévoient qu'il y ait au moins l'utilisation d'une énergie renouvelable quand on fait du neuf. Et alors, la plupart optent pour les pompes à chaleur RR ou RO. Voilà, donc il y a très peu de solaire thermique, par exemple, et du solaire photovoltaïque, non. Alors, il y a une association qui s'est créée à partir justement des conseils participatifs pour le développement des énergies renouvelables en général, toutes les énergies renouvelables, et qui a monté des modules de 1 kW qu'il prête gracieusement à des habitants avec compteurs, micro-onduleurs, pour mesurer quelle est l'économie qu'ils font sur 2-3 mois. Donc, c'est une mesure autre que l'argent, une mesure incitative autre que l'argent. Voilà, donc on considère également que l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques sont très énergivores, dans leur utilisation certes, mais surtout dans leur élaboration. Et c'est pour cette raison qu'on n'utilise plus d'engrais, donc c'est masqué par la caméra. Donc on n'utilise plus d'engrais chimiques ni de pesticides depuis 2006. Donc dans les espaces fleuris, dans les espaces sportifs, etc. Donc voilà, il y a la vapeur qui est utilisée, beaucoup manuelle, le désherbage manuel. On n'utilise non plus de produits d'entretien, ici de la pétrochimie, depuis 2008. Et donc à la place, vous voyez, de tous ces bidons-là qui sont sur un chariot et sur une table, il y a deux bidons qui sont remplacés par 2 bidons composés exclusivement de produits naturels. Et en plus, c'est moins cher. Donc là, sur notre petite commune, c'est moins 5 000 €. Est-ce que j'ai déjà passé la chaufferie bois? Ah ouais? Ah, j'ai déjà passé la chaufferie bois. Donc, on a une chaufferie bois avec un réseau de chaleur qui alimente 7 bâtiments communaux, dont la piscine. Et comparativement à une chaudière gaz, c'est une économie de 30 000 € par an. Vous voyez, donc, il y a des économies et il y a des recettes nouvelles. Par exemple, quand on loue des terrains pour faire du photovoltaïque, ce sont des recettes nouvelles,
OK. Donc, on travaille avec les chevaux. Pourquoi les chevaux? Parce qu'on a pensé que ça apporte un autre rapport au temps sur l'ensemble de la population. Ça rappelle à certains des souvenirs également. Donc, c'est le temps plus lent. Voilà, on n'est plus pressé, on n'est plus dans la précipitation, on va au rythme du cheval, donc au rythme de la nature. Voilà, donc les chevaux assurent le ramassage scolaire, l'arrosage des différents espaces fleuris, des travaux agricoles et un projet, donc ça c'est un projet de ramassage de déchets verts dont nous avons déjà expérimenté sur certains endroits et ça marche très bien, quoi. Les chevaux sont aussi rapides que le camion dans le village. Naturellement, après, s'il faut sortir sur les routes ou vers d'autres secteurs, il ne tient plus la route, le cheval, quoi. Mais sinon, et puis il est très peu consommateur d'énergie, voilà, sans aucune commune mesure, il est beaucoup moins cher que le camion. Il n'y a que des avantages. Et il rapporte de l'humanité dans les rapports humains. En plus, ils tondent la pelouse. Pardon? En plus, ils tondent la pelouse. Oui, là, donc pour la pelouse, maintenant, on expérimente des moutons et des chèvres. Quelle est la distance? Mais des endroits, ça ne va pas. Il faut quand même une tondeuse. Quelle est la distance qu'ils parcourent au maximum pour ramasser les élèves? 1 kilomètre. 1 kilomètre sur le plat. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème majeur, quoi. Voilà. Véhicules électriques. Plusieurs véhicules électriques, j'ai oublié de vous dire. Donc, on a pu candidater grâce au film de Marie-Monique Robin, Qu'est-ce qu'on attend? Pour tout vous dire, au ministère de l'époque de l'environnement, le ministère de Ségolène Royal, qui a lancé le programme des territoires énergie positive croissance verte. Ils ont eu connaissance de ce film et ils ont voulu le projeter sur l'ensemble des territoires à énergie positive, mais ils se sont rendus compte que le siège du film n'est pas territoire à énergie positive. Donc, on a été très rapidement lauréat et puis on a pu bénéficier enfin d'une subvention substantielle. Donc, on a pu acheter des véhicules électriques. On a aussi un véhicule au gaz. Voilà, on me dit que je dois finir, mais ça va être très difficile. Donc, le déploiement du déplacement doux, qui est des limitations de vitesse, rénovation d'une maison de maître là, qui appartenait à un industriel suisse en maison basse consommation avec chaufferie bois et appartement, et réalisation d'un éco-hameau. Voilà, donc ça aurait mérité à lui seul quoi, de passer quelques 10 minutes. L'éco-hameau, c'est tout un poème, c'est toute une histoire. OK, vous allez peut-être me poser des questions. Souveraineté alimentaire, dernier volet. Donc, on s'est rendu compte que notre possibilité de nourriture dépend intégralement des grandes surfaces qui ont une durée de stock de quelques jours. Voilà, donc en cas de pénurie ou de problème d'approvisionnement, de pétrole par exemple, etc., on risque la pénurie alimentaire. Voilà, je fais un peu du catastrophisme, on n'en est pas là, mais n'empêche qu'il est grand temps qu'on se pose la question sur la souveraineté alimentaire, donc la relocalisation de la production, donc la relocalisation de l'alimentation. Les terres naturelles qui entourent les villes et les villages doivent servir à nourrir la population. Voilà, maraîchage, je fais vite. Maraîchage, de régie agricole communale. On est d'abord passé par une expérimentation décarbonée, mais qui n'a pas fonctionné. Ensuite, maintenant, on est dans une agriculture plus classique, biologique toujours, maraîchage biologique, mais avec des serres, avec de l'irrigation d'ailleurs solaire. Et comme je disais, nos enfants mangent 100% bio depuis 2009. Avec la construction d'une nouvelle cuisine. Dans le maraîchage, il y a beaucoup de surplus ou des produits déclassés qui sont réutilisés dans une conserverie, légumerie-conserverie. Voilà, cette année, il y a beaucoup de tomates, alors ils sont en train de transpirer.
donc un bâtiment à énergie positive qui a été construit pour une microbrasserie, un pressoir à fruits, une épicerie participative, donc un bâtiment à énergie positive également, et donc cette ferme qui accueille toute la question maraîchère et toute la problématique de la transformation. La production des légumes est sur le lieu, donc ce sont des circuits ultra courts. Hein. Circuits plus courts que ça, tu meurs. Voilà, donc c'est en marchant qu'on le trouve le chemin. J'ai débordé de quelques minutes. C'est pas grave. Merci beaucoup. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Je vais juste reformuler derrière vous parce que comme on est retransmis pour que les gens l'entendent aussi par Internet. Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question sur le prix justement de la cantine bio et locale, parce qu'on voit des fois des cantines bio mais qui coûtent supposément cher pour les familles. Et là, du fait qu'elle est locale, savoir quel coût vous arrivez à obtenir pour les familles. Donc, c'est la question, désolée, hein, c'est pas très… La question est sur le prix de la cantine qui donc est bio et locale. Oui, donc, alors d'abord, quand on a instauré ça en 2009, une des conditions était qu'il n'y a pas d'augmentation du tarif pour les parents. C'était la collectivité qui prenait en charge. Alors, c'est de l'ordre de 20 à 30%. Mais depuis, il y a des économies d'échelle qui ont pu être faites. Les grammages, particulièrement de la viande, ont été mieux définis, mieux ciblés, parce que c'est la viande qui est la plus chère. Et donc, aujourd'hui, la cuisine sort un repas à 4,20 €. Voilà, tout sorti de la cuisine, 4,20 €. Mais ce n'est pas obligatoirement les produits locaux qui font moins cher. Hein. Il y a une partie de légumes locaux. Environ, ils doivent être cette année à 70% peut-être. Il y a de grosses difficultés, ce n'est pas si facile que ça, hein, la filière locale. Hein. J'imagine. Surtout en hiver. Combien la commune compte de salariés pour pouvoir organiser tout ça et harmoniser tout ça? Alors, combien y a-t-il de salariés pour organiser tout ça? Oui, donc il y a une vingtaine de salariés en tout et pour tout. Il y en a, disons, une minorité qui est affectée à ce programme directement, indirectement plus. Bon, il y a un institut de la transition écologique qui a été créé, il y a une personne qui s'en occupe, mais il y a beaucoup d'associatifs qui s'impliquent. Hein, il y a des associations comme l'Association pour la promotion des énergies renouvelables, l'Association pour la conserverie, l'Association pour le maraîchage, voilà, et l'Association pour la monnaie locale. Vous voyez, c'est beaucoup de bénévolat associatifs ou de salariés associatifs, aidés par la commune. Est-ce que vous avez des communes autour qui souhaitent se rattacher à vos projets ou est-ce que vous restez seul? Non, non, on ne reste pas du tout seul. Hein. Le film a donné un grand coup de pouce à cette démarche, quoi, à la faire connaître. Et nous sommes beaucoup sollicités, pas seulement en France, hein, mais aussi Belgique, Luxembourg, Allemagne. Il y a beaucoup d'Allemands qui arrivent parce que le film a été diffusé en Allemagne, des Suisses. Donc, et non, les communes limitrophes où on fait partie de l'agglomération mulhousienne, la M2A. Donc, dans l'agglomération mulhousienne, il y a beaucoup d'initiatives. Voilà, donc oui, il y a beaucoup d'essaimages. Hein, oui, oui, tout à fait. J'ai une question sur la problématique de l'eau. Comment est gérée la ressource en eau chez vous, que ce soit à la commune ou à l'intercommunalité, que ce soit pour les consommateurs ou les agriculteurs? Alors aujourd'hui, ce n'est pas un problème parce que vous savez que dans le bassin rhénan, nous sommes sur la plus grande nappe phréatique, la plus abondante nappe phréatique d'Europe. Donc, voilà, on creuse à 15 mètres, 20 mètres, il y a de l'eau. Partout, il y a de l'eau. Mais quand même, avec l'utilisation vraiment très, très importante, excessive de l'eau pour l'irrigation des champs de maïs, hein, pour l'industrie aussi. Donc, cette nappe phréatique est en train de baisser et cette problématique de l'eau va se présenter à court terme. Alors, cette année,
les années, on le voit régulièrement. L'année dernière, par exemple, sur 12 mois, les ruisseaux étaient pratiquement à sec sur Ungersheim. Nous sommes une région qui est très irriguée quoi, par 27 km de cours d'eau. Vous voyez, donc presque tous étaient à sec. Cette année, c'est pareil, quoi. Donc, cette problématique, et ça alimente aussi la nappe phréatique. Donc, cette problématique se posera à très, très court terme, quoi. Mais pas encore, vraiment. Voilà, les agriculteurs, ils continuent avec leur maïs. Là, ça fait des millions de mètres cubes, c'est presque incroyable. Les agriculteurs sont en conventionnel chez vous? Oui, ouais, la majorité, quoi. On a un agriculteur qui est sur 50 hectares de semences anciennes, mais il les transforme en pain. Donc, il vend c'est un boulanger paysan. Et puis ensuite, il y a quoi une quinzaine d'hectares de bio en plus, quoi, mais du maraîchage. Et le reste, donc, il y a une exploitation qui produit ses propres aliments pour son bétail. Il n'y a pas d'importation de céréales OGM, hein, comme malheureusement beaucoup. Voilà, donc il est dans, on appelle ça raisonné, j'aime pas tellement le terme parce qu'on vérifie rien, on contrôle rien, quoi. Mais bon, il a des portes ouvertes régulièrement, on peut visiter, on peut voir, voilà. Il a un pas de faire, de passer au bio. Est-ce qu'il reste des questions? Ouais. Est-ce que cette démarche est largement soutenue par les habitants ou c'est essentiellement la commune qui est moteur? Est-ce que cette démarche est soutenue par les habitants? Alors, non. Alors, il faut relativiser puisque vous avez plusieurs catégories. La catégorie des gens qui s'engagent, naturellement, elle est minoritaire. Si je prends conseil participatif, jury, chantier participatif, monnaie locale, les enfants d'école, les parents, tout ça, ça fait des centaines de personnes, mais disons ponctuellement, pas tout le temps, ponctuellement, mais ça reste une minorité agissante et engagée, quoi. Ensuite, on estime que maintenant, il y a une prise de conscience peut-être plus importante qu'ailleurs, puisque avec toute cette médiatisation par rapport à ce que la population sait exactement vers où on veut aller, on est sorti à 70% de vote, quoi. Mais avec 55% de participation quand même. Donc, parce que parfois, on a eu du 90% avec 20% de participation, quoi. Voilà, mais avant, on était à, voilà, la courbe, on passait quand même de 60 à 53, 52, quoi. Régulièrement, ça descendait. La compréhension n'était pas là de cette politique, quoi. Il fallait quand même capahuter un petit peu. Donc, voilà, c'est une minorité engagée, comme partout, hein. Partout dans la société, c'est comme ça, hein. Mais ça ne nous empêche pas de continuer sur cette voie parce qu'on pense que c'est la meilleure. Bien sûr, sinon on ne le ferait pas. Je pense qu'on a encore le temps de prendre une question, puis après on passera à la suite. On a vu qu'il y avait une volonté de rénover le bâtiment public, mais est-ce que les particuliers ont aussi voulu rénover leur maison et sont partis dans cette idée? Donc c'est une question sur les particuliers, est-ce qu'ils suivent le mouvement voilà, de la mairie pour les rénovations? Oui, ben là c'est pareil, hein. Il y en a qui suivent, il y en a qui sont convaincus. Voilà, de plus en plus, on me rend compte qu'il y a des échafaudages partout, on isole sa maison de l'extérieur, on fait des travaux. Oui, ça reprend, mais c'est vraiment lent, quoi. Faut savoir qu'il y a des aides qui peuvent aller jusqu'à 17 000 €, quoi. Après, ça dépend des revenus, etc. Mais tout ça, ça va changer en 2021. Les revenus ne seront plus pris en compte. Le niveau des revenus, paraît-il. Donc, voilà, on pourra mieux et plus rénover. Merci beaucoup.